Nous voulons une armée forte et puissante. Et idéalement, nous n'aurons pas à l'utiliser. Vous savez, pendant des années, nous n'avons eu aucune guerre. Aucune guerre, sauf que nous avons vaincu l'État islamique. Nous l'avons vaincu en un temps record. Mais nous n'avons eu aucune guerre. Il disait, il va déclencher une guerre. Je ne vais pas déclencher une guerre. Je vais arrêter les guerres. Nous mesurerons notre succès non seulement aux batailles que nous gagnons, mais aussi aux guerres auxquelles nous mettons fin. Et peut-être, plus important encore, aux guerres dans lesquelles nous ne nous engageons jamais. C'était le président Trump lors de son discours de victoire en novembre, puis de son investiture en janvier 2025. Et beaucoup de gens n'étaient pas très contents que ces éléments ne se retrouvent pas dans son discours d'investiture. Parmi eux, notre invité aujourd'hui. Nous sommes absolument ravis d'accueillir l'ancienne représentante Marjorie Taylor Greene, qui n'a jamais eu peur de défier Washington ou son propre parti. C'est une critique farouche de l'establishment politique et l'une des voix qui compte sur la scène politique. Madame la représentante, bienvenue dans notre émission. Merci de me recevoir. Écoutez, vous étiez dans la salle quand le deuxième de ces deux extraits s'est produit lors de l'investiture. Et moi, personnellement, j'ai été extrêmement enthousiaste en entendant ça. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai soutenu le président Trump. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Quel effet cela vous a-t-il fait? En fait, j'étais dans la salle pour ces deux discours. Et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles j'ai soutenu le président Trump comme je l'ai fait. En tant que membre du Congrès, je suis allé prendre la parole dans plus de ces meetings Trump à travers le pays que n'importe quel autre élu républicain. Et j'ai fait campagne pour lui avec acharnement, en raison de ses promesses de ne plus mener de guerre étrangère, et parce que je croyais, sur la base de ses propres paroles, que MAGA signifiait vraiment mettre l'Amérique en premier. Mais nous avons constaté un important éloignement de ces promesses de campagne, depuis environ la mi-2025 jusqu'à aujourd'hui. Bon, évidemment, vous aviez une relation assez étroite et vous vous parliez tout le temps avant votre rupture, au final. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment on est passé de ce discours d'investiture à la situation actuelle, où on n'a même pas essayé de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et où on s'en est pris à tous ces autres conflits. Comment ça s'est-il passé? Et comment se sont déroulées les conversations, si vous pouvez nous dire? Oui, je pense que beaucoup de gens sont très confus sur ce point précis. En tant que membre du Congrès, j'ai toujours voté contre le financement de la guerre en Ukraine. Et il est important de reconnaître que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Les États-Unis n'ont donc aucune obligation contractuelle de soutenir l'Ukraine, de quelque manière que ce soit. C'est pourtant ce qu'a fait l'administration Biden. Et il faut reconnaître que c'était sous Joe Biden. À l'époque, la Maison-Blanche et le Congrès, contrôlés par les démocrates, ont soutenu financièrement la guerre en Ukraine et l'ont soutenue par l'envoi d'armes, transformant essentiellement cette guerre en guerre par procuration contre la Russie. Au début, nous n'étions que quelques-uns. Je crois que nous étions 3 républicains à voter contre dès le départ. Pas de nouveau financement ou pas de financement pour l'Ukraine. C'est donc un message que je porte depuis toujours. Quand le président Trump est arrivé au pouvoir, j'étais ravie. Je pense que, mon Dieu, tout le pays était tellement enthousiaste à l'idée d'un tel changement après un gouvernement contrôlé par les démocrates avec des frontières grandes ouvertes. Notre pays était envahi. L'agenda trans imposé aux enfants et aux femmes nous était enfoncé dans la gorge. Nous étions dévastés.
en train d'essayer de nous remettre des confinements liés au Covid et des vaccins obligatoires. Et le pays était tout simplement secoué par ces problèmes. C'était tellement enthousiasmant de voir le président Trump arriver au pouvoir et d'avoir joué un rôle aussi important pour l'y amener. Et puis, vous savez, c'est en juin 2025 qu'il a bombardé l'Iran pour la première fois. J'ai été choquée. Je me souviens avoir eu des conversations avec seulement quelques personnes à ce moment-là. C'était Tucker Carlson, Charlie Kirk, Thomas Massie et quelques autres. Et on a été sidérés parce qu'on s'est dit « Attendez une minute. C'est littéralement contre ça qu'on a fait campagne, contre ça qu'on s'est battu. » Et le président Trump avait promis qu'il n'y aurait plus de guerre à l'étranger. Et vous l'avez entendu de sa propre bouche dans ses 2 discours. Mais c'était de voir son changement. Il était censé servir le peuple américain, comme il en avait fait campagne quand il n'était plus au pouvoir. Puis, une fois devenu président, son attention et son allégeance se sont tournées uniquement vers ses principaux donateurs, dont l'une est Myriam Adelson, qui possède la double nationalité américaine et israélienne. Et puis, il y a eu son virage, passer de rendre sa grandeur à l'Amérique pour les Américains ordinaires à servir les intérêts des grandes entreprises, comme la tech et l'intelligence artificielle. Et puis voir des gens que les électeurs MAGA considéraient comme des ennemis, comme Mark Zuckerberg, Bill Gates et d'autres, dîner avec le président à la Maison-Blanche. C'était des choses choquantes à voir. Vous savez, moi, je ne soutiens pas un homme et je ne le sers pas comme s'il était Dieu. J'ai soutenu le président Trump à cause des politiques qu'il disait vouloir mettre en œuvre et qu'il promettait d'apporter à sa présidence. Mais quand ces politiques ont littéralement changé pour devenir l'opposé de ce sur quoi il avait fait campagne et de ce qu'il avait promis, je ne pouvais tout simplement plus le soutenir. Et donc, notre rupture majeure est survenue quand je me battais pour la publication des dossiers Epstein et que lui se battait littéralement contre moi, Thomas Massie, Nancy Mace et Lauren Boebert. Mais quand les menaces de mort ont visé mon fils, spécifiquement mon fils, je les ai envoyés au président Trump et à d'autres personnes à la Maison-Blanche, comme Susie Wiles, Kash Patel, James Blair et le vice-président J.D. Vance. Je leur ai envoyé ces menaces de mort. Le président Trump m'a littéralement répondu par SMS que c'était de ma faute. Il a dit « c'est ta faute et tu le mérites ». Alors, il n'y a aucun moyen de reconstruire un pont entre le président Trump et moi quand il dit que je mérite que mon fils soit tué ou assassiné, simplement parce que je défendais des femmes qui avaient été violées alors qu'elles étaient adolescentes par des hommes riches et puissants, et simplement parce que je me suis battue pour cette transparence. Donc, à bien des égards, le président Trump est devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un que je très bien connaître. Ça a été triste de voir ça se produire. Et précisément là-dessus, je vais en venir à l'affaire Epstein. J'espère qu'on aura un peu de temps à la fin. Mais sur la question des guerres, est-ce qu'il vous a déjà laissé entendre, surtout au début, avant le début de la guerre avec l'Iran en juin 2025, quelque chose comme « Écoutez, je sais ce que j'ai dit, mais je vais y arriver, je vais simplement passer par la diplomatie » ou est-ce qu'il vous a proposé quoi que ce soit au moins? Vous savez, on lui a dit, et je sais qu'il a été informé très honnêtement par Tulsi Gabbard et quelques autres membres de l'administration, que l'Iran était loin, très loin, de disposer d'une arme nucléaire. À l'époque, c'est ce qu'ils lui ont dit. Et cela ne venait pas seulement de Tulsi Gabbard. Cela venait de l'ensemble de nos agences de renseignement ainsi que d'organismes internationaux. Le seul groupe dont je sache qui affirmait qu'ils étaient, soi-disant, à quelques semaines d'y parvenir, comme on l'entend depuis 20 ou 30 ans, c'était Israël, Netanyahou et les services de renseignement israéliens.
Et assez curieusement, c'est cette voix-là que le président a commencé à écouter le plus, avec les exhortations de gens comme Mark Levin, le défunt sénateur Lindsey Graham, qui aime la guerre plus que la vie elle-même, et puis Laura Loomer, qui aurait jamais à être une voix que le président écoute. Who should have never been a voice that the president listened to. I mean, we're talking about a young woman. Je veux dire, on parle d'une jeune femme qui, semble-t-il, a perdu jusqu'au droit de posséder une arme en raison d'une instabilité mentale et de problèmes de santé mentale. Et elle était aussi tellement impopulaire qu'elle a perdu 2 élections au Congrès. Ce n'est donc pas une voix stable, ni une voix populaire que le président aurait dû écouter. Mais ce sont vraiment les néoconservateurs au sein de l'administration, les donateurs néoconservateurs, et les donateurs et amis très attachés à la priorité donnée à Israël que le président a fini par écouter. Et ça a été terrible. C'est la pire décision qu'il ait prise. Nous subissons une inflation élevée, nous subissons des prix élevés de l'essence, des prix élevés du diesel, dont les gens ne parlent pas assez, alors que cela affecte énormément le transport de marchandises, la construction et toutes sortes d'industries. Et le carburant aviation augmente de plus en plus. Donc, cette guerre, je ne sais pas pourquoi il a pensé, ni qui lui a conseillé, qu'elle serait facile à gagner. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est tout simplement un fait. Et est-ce que vous avez la moindre idée? Je comprends toutes ces pressions, surtout tout cet argent. Mais là-bas, il y en a beaucoup. Il y a aussi d'autres sources de financement qui entrent en jeu. Et il y a beaucoup de partisans de l'Amérique d'abord, dont vous êtes l'un des plus actifs. Il y en a tout un groupe là-bas. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle il s'est rapproché des gens qui mettent Israël d'abord, au détriment des partisans de l'Amérique d'abord, qui avaient eux aussi de l'argent? Eh bien, il n'y avait pas de partisans de l'Amérique d'abord qui lui faisaient des chèques de 100 millions de dollars comme Myriam Adelson. Donc, là-dessus, je dois vous contredire, nous n'avons pas un seul donateur, l'Amérique d'abord, qui fasse ça. Et la vérité la plus répugnante que je puisse vous dire, c'est que l'argent contrôle littéralement tout à Washington et tout tourne autour des contrats publics. Donc, cette industrie est comme n'importe quelle grande entreprise qui dépend vraiment des contrats publics. Elle va se rallier à celui qui est au pouvoir. C'est pour ça que vous avez vu Bill Gates accourir, Mark Zuckerberg, tous les gars de la tech accourir et soutenir Trump, alors qu'ils ne l'avaient jamais soutenu auparavant, parce qu'ils ont absolument besoin de l'administration pour faire avancer l'IA et les centres de données. Ce qui est répugnant. C'est une autre chose qui nous a choqués, mais cela concerne aussi tous les types de contrats publics. Elon Musk était quelqu'un en qui j'avais vraiment beaucoup d'espoir. Mais il a fait volte-face, il s'est vraiment rangé derrière Trump et le Parti républicain, et il ne s'exprime plus sur les plus grands sujets sur lesquels il s'exprimait auparavant, comme le Doge. Je veux dire, on parle de gaspillage, de fraude et d'abus. Ils ont totalement supprimé le Doge, alors que je trouvais ça formidable. C'est pour ça que j'ai présidé la sous-commission de contrôle du Doge. Mais ce sont les contrats publics qui dictent tout. Et les gros donateurs, eux, ont toujours quelqu'un qui répond à leurs appels et leurs demandes sont toujours satisfaites. Maintenant, j'ai presque peur de poser la question suivante, parce que je crois connaître la réponse maintenant. C'est une chose quand c'est le Israël d'abord, parce que certains peuvent faire un chèque de 100 millions de dollars, comme vous l'avez mentionné avec Myriam Adelson. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce sont les actions du président Trump concernant la guerre en Ukraine. Parce qu'à partir de 2023, il a fait campagne en disant « Je vais régler ça en 24 heures. Je connais Zelensky, je connais le président Poutine, on va régler ça. » Joe Biden avait simplement en quelque sorte ouvert les vannes et donné toutes nos ressources, tout cet argent. Lui, il était contre ça.
stuff away and all this money. He was against that. We talked about that incessantly, how that was bad for America here. On en a parlé sans arrêt de la façon dont c'était mauvais pour l'Amérique ici. Et puis le président Trump arrive, et je me dis, comme il l'a dit dans son discours d'investiture, les guerres aussi, on va les sortir de l'équation. C'est évidemment la priorité numéro 1. Et puis tout à coup, ce n'était plus sorti de l'équation. Il a simplement tergiversé. Puis en juin dernier, vous avez eu le secrétaire d'État Marco Rubio qui a déclaré « Nous avons choisi un camp et nous avons choisi l'Ukraine ». Et je crois que c'était une enveloppe supplémentaire d'environ 8 milliards de dollars. Quelque chose comme ça. C'est peu comparé à ce que Biden a fait lors de sa dernière année, les 61 milliards de dollars. Mais comment expliquez-vous qu'il n'ait tout simplement rien fait pour mettre fin à cette guerre et qu'il ait fini par choisir un camp? Eh bien, il y a les néoconservateurs à Washington. Et disons que des deux côtés de l'échiquier politique, républicains comme démocrates, ils soutiennent massivement l'Ukraine. En tant que membre du Congrès, ça m'a choqué. J'ai porté plusieurs résolutions pour arrêter d'envoyer de l'argent à la guerre en Ukraine, et en général, la majorité des républicains votaient contre moi. Une seule fois, j'ai obtenu qu'une majorité des républicains à la Chambre vote avec moi pour arrêter d'envoyer de l'argent à l'Ukraine. Une seule fois, et c'était vers la fin de la présidence de Biden. Les démocrates, eux, votent massivement à chaque fois pour envoyer de l'argent à l'Ukraine. Donc il y a un énorme système de soutien à Washington, D.C. Mais il y a aussi le complexe militaro-industriel. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment, l'Ukraine. L'Ukraine est en fait un terrain d'essai pour toutes sortes de nouvelles armes. Et ils adorent exhiber leur puissance et dire « on a ce missile, on a ces drones, on a cette technologie, cette autre technologie ». Et la guerre en Ukraine a servi de terrain d'essai pour tout ça et de lieu où ces fabricants d'armement peuvent faire fortune. Il y a donc une pression énorme pour continuer à soutenir la guerre en Ukraine, qui, à mon avis, est la plus... Et c'est tellement maléfique, vu le nombre incroyable d'hommes ukrainiens et d'hommes russes qui ont été en gros passés dans une broyeuse sur les lignes de front de cette guerre. Et les conscriptions dont on voit des vidéos où des hommes ukrainiens sont enlevés dans la rue, embarqués et envoyés sur les lignes de front. Mais je vais reconnaître un mérite au président Trump. Il n'est pas allé jusqu'au bout dans son soutien à l'Ukraine. Et il ne peut pas et il ne devrait pas. Et la raison, c'est qu'il a stupidement, et le Pentagone, Pete Hegseth et tous les autres ont eu aussi stupidement, épuisé nos armes de défense les plus précieuses dans cette guerre contre l'Iran. Donc s'il continuait à fournir à l'Ukraine des armes comme des missiles Patriot, des Tomahawk et tout autre type de missiles défensifs, il mettrait les États-Unis d'Amérique en danger extrême. Nous sommes déjà en danger extrême parce qu'ils ont épuisé ces armes dans cette guerre insensée avec l'Iran. Alors, nous verrons bien ce qu'il en sera. Mais il y a une pression énorme pour poursuivre la guerre contre l'Ukraine. Beaucoup de pays de l'OTAN la soutiennent. Les pays européens la soutiennent. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne pense pas que nous devrions avoir quoi que ce soit à voir là-dedans. Et je suis véritablement inquiet pour l'avenir de cette guerre. Oui, et comme nous en parlions tout à l'heure avec le colonel Douglas McGregor, il ne reste pas beaucoup d'options au camp ukrainien, parce qu'ils n'ont plus de missiles de défense aérienne. Ce n'est pas comme s'ils en avaient eu tant que ça, de toute façon. Et la Russie augmente ses missiles offensifs, et elle peut pratiquement les faire pleuvoir à volonté. Donc je ne sais pas combien de temps encore ça pourra continuer. Oui, ils doivent conclure un accord de paix. Ils doivent conclure un accord de paix et en finir. C'est la seule voie qui puisse leur éviter une défaite totale. Mais on n'a pas l'impression qu'ils s'engagent dans cette voie. Pour revenir à la question israélienne,
on parlait précisément de la guerre contre l'Iran. Mais prenons un peu de recul, élargissons la perspective. Parce que là encore, du moins vu de l'extérieur, il semble que ce soit une chose de pouvoir obtenir de l'argent de la part des Israéliens, de tous ceux qui soutiennent Israël. Mais vous n'avez pas d'autres élections à venir, donc vous n'avez pas autant à vous en préoccuper. Et puis, la semaine dernière, le président Trump a annoncé le Conseil de la paix, le 30 juillet, je crois. Le Conseil de la paix a dit, « Vous savez quoi? Nous avons une solution au problème de Gaza. » Et voilà ce qui va se passer. Ils vont désarmer, Israël va se retirer, et ainsi de suite. Puis, quelques jours plus tard, Benjamin Netanyahou dit oui à ce sujet-là. Il dit que nous avons renvoyé nos commentaires. Ils nous ont envoyé un projet. Mais le projet que décrit Netanyahou n'est pas censé être soumis au débat. Cela devait simplement être quelque chose que le président Trump mettait en œuvre, en quelque sorte indépendamment de Netanyahou, mais qui pouvait, pensait-il, le mettre devant le fait accompli. Mais il semble que Netanyahou ait remis le président Trump devant le fait accompli et ait fait un commentaire beaucoup plus direct. C'est nous. Je prendrai cette décision. Je ferai ceci. Je ne me retirerai jamais de la zone de Gaza ni du Liban. Que faut-il en penser? Je pense que tout le monde devrait le prendre au mot. Israël ne va pas s'arrêter à Gaza ni au Liban. On ne leur demandera pas de s'arrêter et ils refuseront, ce qui est clairement ce qu'ils font. En tant que chrétien, je ne peux pas soutenir un génocide. Je ne peux absolument pas. L'été dernier, je me suis vraiment penchée sur les faits à Gaza. Et quand j'ai appris combien d'enfants étaient réduits en morceaux par les explosions, abattus par des soldats de Tsahal, combien d'innocents vivant sous des tentes voyaient des missiles tomber sur eux et étaient tués, c'est quelque chose que je ne peux pas soutenir. Le meurtre de chrétiens à Gaza, de chrétiens au Liban, cela se produit réellement. Je dois être très claire, je ne suis pas contre le peuple juif, mais je suis très opposée au gouvernement israélien. Et ce sont deux choses différentes. Et il faut en parler comme ça, ce n'est en aucun cas un jugement sur les Juifs, mais c'est le gouvernement israélien qui commet ce génocide. Et les Américains, dans leur immense majorité, ne veulent le soutenir d'aucune façon, ni avec notre argent, ni avec nos armes. Et je pense qu'il est extrêmement important d'interpeller les autres chrétiens sur cette question. Si nous pouvons dire « je suis pro-vie » comme le sont les chrétiens, si vous êtes pro-vie et opposé à l'avortement d'un bébé, alors vous devriez tout autant être opposé au meurtre d'un enfant à Gaza, quelle que soit son identité ou la religion de ses parents. Et je pense que c'est une discussion sérieuse que nous devons avoir dans ce pays. Parce qu'une allégeance aveugle à Israël, fondée sur ce qu'on raconte aux gens lors d'études bibliques ou à l'Église, c'est tout simplement injustifié. Et je pense que, vous savez, il faut voir les choses comme ça. Il n'y a aucun autre pays sur Terre qui envoie l'argent de ses contribuables à l'Amérique. Et chaque fois que nous avons des problèmes, ils ne se précipitent pas pour nous venir en aide. Personne n'est venu défendre notre frontière quand elle était submergée chaque jour par des milliers de personnes. Personne ne nous a défendus. Et c'est tout simplement scandaleux que nous continuions, quoi qu'il arrive, à laisser passer au gouvernement israélien et à son armée absolument tout, y compris le meurtre d'enfants innocents. Et ça continue de me choquer. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de haineux ou d'antisémite, en aucune façon. Je suis simplement totalement opposée au meurtre de civils innocents et au génocide. Et je pense que la majorité des Américains en est arrivée là. Étonnamment, les républicains mettent plus de temps à y arriver, mais je ne pense pas qu'ils connaissent les faits. Sur Fox News, les gens qui se gavent de Fox News toute la journée ne connaissent pas vraiment la vérité sur ce qui se passe parce que Fox News ne va jamais la montrer. C'est l'une des chaînes les plus pro-Israël à la télévision et honnêtement,
Le problème, c'est aussi que c'est Fox News que le président Trump adore regarder à la télé. Donc, il croit aux absurdités qui lui servent directement à travers l'écran et pense que c'est ce que les gens soutiennent. Mais ce n'est tout simplement pas ce que les gens soutiennent. Certainement pas. Nous allons d'ailleurs recevoir le sondeur Rich Baris dans l'émission cet après-midi. Il parlera précisément de ce sujet. Nous avons donc vraiment hâte de voir ça à 15 heures cet après-midi. Et pour rester très brièvement sur ce même sujet, qu'en pensez-vous? Que pouvez-vous nous dire sur la manière dont cela a progressé au sein du Congrès? Il s'agissait, je crois, de la section 219, le rapprochement de nos forces armées, et je crois que c'était dans la version du Sénat, des services de renseignement. Pourquoi voudrions-nous nous lier à ce seul pays plutôt qu'à n'importe lequel de nos autres alliés, alors que nous n'avons même jamais envisagé de faire cela auparavant? Pourquoi cette initiative législative? Parce que le lobby de l'AIPAC est si puissant et je ne pense pas que les Américains ordinaires puissent réellement en mesurer l'ampleur. J'aime pas. Oui, le lobby de l'AIPAC et l'organisation Christians United for Israel arpentent constamment les couloirs du Congrès. Et vous savez qui ne les arpente pas? Les Américains ordinaires. Leur lobby est donc très puissant. Ils ont une énorme structure de dons. Et si vous ne l'avez pas remarqué, les responsables politiques sont littéralement prêts à sauter et à faire des saltos pour les donateurs. Alors le lobby de l'AIPAC, qui verse des millions et des millions de dollars pour soutenir les campagnes de réélection des membres du Congrès et des sénateurs, mettra ses donateurs pro-Israël en relation avec un représentant et un sénateur lorsqu'ils font avec eux leurs appels de collecte de fonds. Et donc, ils vous enverront constamment des messages, vous appelleront sans arrêt, viendront constamment vous voir à Washington, vous inviteront à dîner, à déjeuner, et ils feront pression, pression, pression pour imposer ce qu'ils veulent au nom d'Israël. Et oui, ce sont des citoyens américains, mais des citoyens américains pro-Israël avant tout. Et je ne saurais trop insister sur la puissance de cela. Vous le voyez donc. C'est profondément ancré dans l'administration, mais aussi dans les deux partis. C'est profondément ancré dans le Parti démocrate. C'est profondément ancré dans le Parti républicain. Et ils ont construit cela pendant des décennies. C'est donc littéralement l'un des lobbies les plus puissants qui soit. Et ils veillent à ce que la législation soit là. Netanyahou n'a pas besoin de se soucier de ce que Donald Trump lui dit au sujet de Gaza. Et Netanyahou ne se donc menace de ne plus donner d'argent à Israël. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Netanyahou et le gouvernement israélien obtiennent tout ce qu'ils veulent de la section 209 de la part des États-Unis. Vous n'avez plus besoin de 3,8 milliards de dollars par an quand votre armée est automatiquement reliée au renseignement militaire américain et au contrat d'armement américain. Ils n'ont plus besoin de nous. C'est pour ça que vous voyez Netanyahou déclarer « Il est temps de couper les financements, je suis d'accord. Nous devons couper les financements. Il obtient tout ce qu'il veut dans la section 219. Je pense que c'est complètement de la trahison. C'est mon opinion. Mais tellement de gens ont été achetés. Et c'est pour ça qu'ils ont dépensé des millions, des dizaines de millions de dollars pour faire battre mon bon ami Thomas Massie. Après mon départ, c'est pratiquement des derniers hommes du PAC qui ne pouvaient pas être achetés par le lobby de l'AIPAC. Eh bien, en parlant de Thomas Massie et de l'espoir que cela peut susciter, parce que si vous étiez encore là-bas, je dirais que vous seriez tous les deux des voix isolées dans le désert. Mais vous en êtes maintenant sortis. Et cette image que vous avez publiée il n'y a pas longtemps disait « Nous avons dit plus de guerres étrangères, et nous le pensions vraiment. Nous avons soutenu Donald Trump parce qu'il avait fait ses promesses.
mais il nous a tous trahis. Notre engagement, c'est l'Amérique d'abord, pour tous les Américains, à droite, à gauche et au centre. Le mouvement a commencé. Parlez-nous de ce mouvement, et y a-t-il de l'espoir que quelque chose puisse changer dans certaines des dynamiques dont vous venez de parler? Eh bien, j'apprécie vos paroles aimables, mais je dois dire quelque chose qui va paraître assez pessimiste. S'il y avait eu de l'espoir, si j'avais pu rester au Congrès, je serais resté au Congrès s'il y avait eu de l'espoir. Je l'aurais fait. Mais il faut que 218 membres du Congrès votent oui sur une loi pour qu'elle soit adoptée. Et Thomas Massie et moi, nous ne suffisons pas. Et scrutin après scrutin, trop souvent, de bons candidats sont battus lors des primaires. Et c'est en grande partie parce que Donald Trump apporte son soutien au candidat Rhino ou néoconservateur. Et je suis désolée de le dire comme ça, mais s'il y avait eu un espoir de gagner de cette manière au Congrès, alors je serais restée et j'aurais continué à me battre. Mais c'est devenu tellement mauvais. Mais oui, je pense qu'il y a de l'espoir à l'extérieur. Et je vais vous l'expliquer parce qu'on voit le changement. Et vous allez parler à Rich Baris et il va vous donner les chiffres. Et il y a une grande différence, parce que quand des gens comme moi, j'ai littéralement mis de côté ma vie privée, très belle et réussie, pour me dire je vais me présenter au Congrès. Et la raison pour laquelle je me suis présentée au Congrès, c'est que je me mets tellement souvent en colère contre mon propre parti, les républicains, parce qu'ils mentent. Une fois au pouvoir, ils ne font jamais ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Et je pensais qu'en tant que membre du Congrès, je pourrais aider à leur demander des comptes et les pousser à tenir les promesses faites à leurs électeurs. Mais on ne peut pas les changer. Alors, un certain nombre d'entre nous ont fini par comprendre qu'il faut refuser. Moi, j'en ai assez d'avoir les mains sales. Vous savez, c'est un parti qui, quoi qu'ils disent en campagne, vote à chaque fois des budgets avec 2000 milliards de dollars de dépassement, nous enfonçant toujours plus dans une dette de 40 000 milliards de dollars. Les démocrates le font. Les républicains nous entraînent sans arrêt dans de nouvelles guerres à l'étranger et nous y sommes totalement opposés. On voit une économie qui se fracture complètement. Les riches deviennent plus riches, la classe moyenne est totalement dissoute et s'effondre peu à peu dans la pauvreté. Et la valeur de notre dollar est réduite à néant. Alors on regarde ça et on se dit, oh, dans 5 ans, la sécurité sociale et Medicare vont être insolvables, ce qui est choquant. Donc, pour des gens comme moi, Tucker, Thomas et Joe Kent, nous avons vraiment compris qu'il faut sortir de cette mentalité d'équipe qui consiste à dire « non, il faut battre les démocrates à tout prix, quoi qu'il arrive », alors même que les républicains nous servent la même assiette de conneries, pleine de merde, littéralement de la merde. C'est comme si on disait « non, je ne veux plus avoir quoi que ce soit à voir avec ça. Je refuse de soutenir ce système. » Et nous croyons vraiment qu'il existe un moyen de le changer. Ça prendra beaucoup de temps, il faudra beaucoup de monde, mais nous pensons que si suffisamment de gens disent que le système à 2 partis nous a totalement laissé tomber, alors les choses pourront changer. Et je pense que les gens vont en arriver là, surtout à l'approche de 2028, quand notre dette nationale approchera les 50 000 milliards de dollars. Et en 2032, oui, quand Medicare et la sécurité sociale seront insolvables, que les personnes âgées n'auront aucune épargne et qu'elles ne recevront plus leur chèque de la sécurité sociale, les gens comprendront que ce que nous disons aujourd'hui est factuel. Et donc, on le dit dès maintenant. On dit, arrêtez de soutenir ce système bipartisan parce que peu importe qui est au pouvoir, on obtient le même résultat et c'est horrible. Alors, on a vraiment beaucoup d'espoir, surtout pour les jeunes générations. J'ai beaucoup d'espoir pour plus de la moitié de la génération X et clairement America First.
Les millennials, même s'ils penchent clairement davantage à gauche, sont plus America First. Et puis, la génération Z est à fond America First, et c'est très impressionnant. Donc, on sait qu'America First, c'est l'avenir. Il faudra simplement beaucoup de temps pour faire passer ça de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Écoutez, nous soutenons énormément cette initiative. Et cela fait un bon moment que nous déplorons les échecs des deux partis. Alors, c'est une bouffée d'air frais de voir enfin quelqu'un faire quelque chose à ce sujet. Et nous apprécions beaucoup toutes les personnes sur cette photo. D'ailleurs, jusqu'ici, nous avons reçu tout le monde, sauf le représentant Massey. Nous y travaillons encore pour vous donner du temps d'antenne et amplifier votre message. À part vous suivre sur X, que peuvent faire les gens s'ils veulent rejoindre le mouvement que vous lancez? Eh bien, X est un excellent endroit pour me suivre. Je suis aussi sur Instagram, Facebook, YouTube et maintenant TikTok. Donc voilà, suivez mes pages et on espère que davantage de gens décideront que le système à deux partis ne fonctionne tout simplement pas et qu'ils finiront par voir les choses comme nous, comme vous le prêchez dans votre message. Alors, je vous en remercie vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Nous serons ravis de vous recevoir à nouveau et nous continuerons bien sûr à relayer ce que vous faites dans nos autres émissions. Merci infiniment d'être venu et d'avoir pris le temps. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants et nous vous apprécions aussi. Comme je l'ai mentionné, Rich Paris sera dans l'émission à 15h cet après-midi. Comme Marjorie Taylor Greene l'a évoqué, il a beaucoup de choses à dire sur ce que le peuple américain croit réellement. Vous allez vouloir écouter ça à 15h cet après-midi dans le Daniel Davis Deep Dive. À tout à l'heure. On the Daniel Davis Deep Dive. See you then.